toutes ces choses qu'on nous montre comme à des normies, je dirais, et depuis l'enfance, sans jamais nous les expliquer. Donc c'est intéressant juste déjà de les comprendre un petit peu. Ces déclarations-là, on n'en a plus entendu parler de ce projet d'expulser les Gazaouis. Terminé. Trump est passé à autre chose. Il est passé à l'Ukraine. Dites-nous en plus, alors. Oui, donc voilà, non, sur cette idée. Ne nous laissez pas sur notre faim. Ensuite, l'attaque du 7 octobre a eu lieu et l'armée israélienne n'a reçu l'ordre de réagir par le gouvernement que 5 heures plus tard. Donc il y a des zones d'ombre, sans parler du reste. Bref. Bienvenue dans cette nouvelle interview en studio du Média en 4-4-2. Aujourd'hui, j'ai le plaisir non pas d'avoir un invité, mais deux. Vous les voyez déjà à l'écran. Il s'agit de Pierre-Antoine Plaquevent et Youssef Indy. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour Kate, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et pour vous, Pierre-Antoine, d'avoir fait le déplacement. Je vais rappeler rapidement qui vous êtes. Pierre-Antoine, vous êtes auteur, conférencier, analyste politique et fondateur du site Stratégica. Youssef, vous êtes historien des religions, géopolitologue, auteur et cofondateur du site également Stratégica. Vous êtes ici pour nous parler du livre que vous avez coécrit, Israël et la guerre mondiale des religions, géopolitique et millénarisme, paru aux éditions Culture et Racines, et préfacé par Édouard Husson, un livre qui est d'autant plus d'actualité. Alors moi, j'ai eu l'occasion également de lire votre essai qui fait une 60aine de pages que vous avez publié en 2020, si je ne dis pas de bêtises, qui s'intitule « Notre-Dame, Al-Aqsa et le Troisième Temple, la géopolitique des religions », qui constitue pour moi les prémices de ce livre et qui sont intimement liés et on va en parler à la fin de cette émission, si vous voulez bien. Alors, dans cet ouvrage, vous vous attachez surtout sur deux axes. C'est basé sur deux axes incontournables dans la compréhension de cette guerre de religion. Le premier axe qui est mené sur la dimension eschatologique, essentielle dans ce livre, et c'est par là qu'on va commencer. Et l'autre axe qui est basé sur l'ambition géopolitique, peut-être liée à l'instauration d'un nouvel ordre mondial. Alors, en quelques mots, et en guise d'introduction à cet entretien, pourriez-vous nous rappeler la genèse de cette idée de troisième temple et donc de sa reconstruction, en quelques mots? Qui veut commencer? Commence. En fait, ça dépend à quel moment de l'histoire, je dirais, on prend la chose. Si on reste sur l'histoire contemporaine, on va dire que pendant la guerre de 67, il y a eu déjà une volonté de la part de certains Israéliens et en fait de la part du courant donc du sionisme millénariste d'essayer déjà de reprendre l'esplanade des mosquées et de détruire les mosquées pour commencer la construction du temple. À ce moment-là, ce sont les autorités israéliennes elles-mêmes et c'est Moshe Dayan qui a bloqué ce processus. Ensuite, on va dire ces militants templistes, en quelque sorte, sont rentrés en mode plus souterrain et dans les années 80, je crois, a été démantelé un réseau terroriste qui voulait à nouveau faire dynamiter l'esplanade des mosquées pour construire pour reconstruire ce temple. Et enfin, maintenant, après ce démantèlement de ce réseau terroriste, ces gens-là ont élaboré des outils métapolitiques, je dirais, comme l'Institut du Temple, qui vise à faire la promotion de cette idée de reconstruction du Temple de Jérusalem de manière plus culturelle. Et finalement, maintenant, au sein même du gouvernement, il y a des gens comme Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité israélienne, qui régulièrement fait des appels à la reconstruction du temple et donne des signaux aux militants aux militants que j'appelle templistes. Voilà. Donc, et derrière, il y a quelle est l'idée? C'est pour les idéologues de ce courant, il y a la volonté de reconstruire donc le temple de Jérusalem qui a été détruit en 70 après Jésus-Christ par les Romains, et d'en refaire à nouveau le centre d'un culte national et le centre de transformer progressivement l'État israélien, déjà de l'agrandir progressivement avec le projet de Grand Israël, et puis de faire de Jérusalem avec son temple reconstruit le centre d'une théologico-politique de toute la nation israélienne, mais même au-delà, puisque dans leur, je dirais, la mystique millénariste de ce courant-là, eh bien,
le temple reconstruit, c'est directement l'influence divine qui reviendrait sur terre au travers d'un sacerdoce juif restauré, comme à l'époque de ce qui est décrit dans l'Ancien Testament. Et avec la reprise des sacrifices qui seraient faits dans ce temple-là, puisque tous les ans, il y a par exemple au moment de Pâques des gens de l'Institut du Temple qui font le forcing pour essayer de refaire des sacrifices, qui remettent en scène ces sacrifices-là. Il y aurait l'idée qu'à partir de là, eh bien, comment dire, l'esprit de Dieu au travers d'Israël redescendrait même pour les nations, et on aurait une forme quasiment de nouveau Vatican, pour d'abord centré sur Israël, mais qui aurait une influence même au travers notamment des lois noachides sur les non-juifs. Alors, petite précision sur la couverture, je crois que c'est l'image futuriste, la maquette en fait de ce futur temple tel qu'il est perçu en tout cas. Ben, c'est-à-dire, tel qu'il a existé, et qu'ils veulent le reconstruire, puisqu'il est décrit de manière assez exacte dans les Écritures. Mais il faut savoir que pour cette tendance-là, certains disent même que c'est le Messie lui-même, donc le roi. Parce qu'en fait, le but, c'est de transformer à un moment donné l'État israélien en une monarchie réellement, avec un Messie, un roi. Eh bien, c'est le Messie lui-même qui donnerait les dernières directives qui manquent dans la reconstitution, notamment dans la manière dont devront être conduits les sacrifices. Donc on voit qu'on est là, c'est pour ça que ça nous a intéressé de traiter, entre autres, dans ce livre, de ce sujet-là, parce que ça nous semble cardinal pour comprendre les motivations profondes du sionisme sous sa forme contemporaine. Ce qui n'est rarement évoqué, voire pas évoqué, quand on parle de la géopolitique de cette région-là, puisqu'on parle, par exemple, pourquoi est-ce que l'opération du Hamas s'appelait déluge d'Al-Aqsa, parce qu'il s'agissait pour les Palestiniens de protéger la mosquée Al-Aqsa. Et le mot d'ordre Al-Aqsa est menacé est un mot d'ordre qui s'est répandu dans le nationalisme palestinien depuis longtemps, depuis justement qu'il y a ces velléités de détruire ces lieux saints islamiques pour reconstruire ce lieu, ce temple. Alors un mot, Youssef, justement sur la mosquée d'Al-Aqsa qui se situe sur le mont du Temple, qui est l'un des 3e lieux saints pour les musulmans. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et aussi après empiéter sur qui sont les millénaristes dont vous avez parlé au tout début? Alors on dit qu'il y a 3 lieux saints en islam. Il y a la Mecque, donc la Kaaba, qui est un temple, une mosquée dans la tradition musulmane construite par Abraham. Il y a Médine, avec la mosquée du prophète, ce qu'on appelle Al-Haramain, donc les deux sacrés, et il y a Masjid Al-Aqsa, c'est-à-dire la mosquée, le temple d'Al-Aqsa, Al-Aqsa Jérusalem, donc sainte. Et l'histoire de la relation entre Jérusalem et l'islam, c'est le voyage nocturne du prophète qui est parti durant une nuit de la Mecque à Jérusalem et puis de Jérusalem vers les cieux, et c'est à ce moment-là qu'il a reçu l'ordre, et donc lui et tous les musulmans, de prier 5 fois par jour par Dieu. Donc il y a une filiation abrahamique et monothéiste qui relie donc l'islam et Jérusalem, tout comme les chrétiens sont liés à Jérusalem, et Jérusalem est un pôle, un centre des trois grands monothéistes. On est tous liés à Jérusalem, pour le meilleur et pour le pire. Et pour revenir aux millénaristes, en fait, le terme de millénarisme renvoie à la tradition chrétienne. C'est dans l'Apocalypse de Jean où il est dit que pendant 1000 ans, il y aura un règne christique, et pendant ces 1000 années, Satan sera enfermé. Alors, on l'applique au messianisme juif, notamment parce que, à un moment donné dans l'histoire du messianisme juif et du christianisme, plus précisément du protestantisme, il y a eu une alliance qui s'est forgée
une congruence, un lien qui s'est forgé, qui s'est cimenté à partir surtout du XVIIe siècle. Ça a commencé au XVIe siècle, hein, avec la réforme protestante, etc. Mais à partir du XVIIe siècle, dans les milieux protestants millénaristes, dans la zone germanique, Allemagne, Hollande et en Angleterre, à l'époque de Cromwell, entre donc le millénarisme protestant et le messianisme juif. Et c'est d'ailleurs dans cette période que le messianisme, je fais court, que le messianisme juif proto-sioniste de l'époque a influencé le millénarisme protestant. Et donc, avec l'idée qu'on peut hâter la fin des temps par des actions politiques. Alors, du côté juif, c'est hâter la venue du Messie des Juifs, qu'ils appellent le Mashiach, le Messie, et du côté des chrétiens protestants, donc aujourd'hui ce qu'on appelle les chrétiens sionistes, évangéliques sionistes, c'est hâter le retour du Christ. Voilà. Alors, avant de passer sur la partie des évangélistes, quelle est la différence entre les millénaristes et les sionistes, finalement? Est-ce qu'il y a une profonde différence ou c'est la même chose? Quand on parle des millénaristes chrétiens, donc protestants, ils se rejoignent sur de nombreux points. Mais disons que il y a la phase finale de l'histoire durant laquelle ils vont diverger. Parce que du côté juif, on veut hâter la venue du Mashiach qui va apporter aux Juifs le règne sur le monde, alors que du côté évangélique sioniste, l'idée c'est d'aider à la construction d'Israël, du grand Israël, et ainsi de suite, pour hâter le retour du Christ, et afin que et donc l'Armageddon, la grande guerre, durant laquelle vont périr aussi beaucoup de Juifs, et le reste des Juifs qui auront survécu se convertiront au christianisme lorsque le Christ reviendra. Donc ils sont d'accord sur 90% de l'agenda, mais du côté juif sioniste comme du côté chrétien sioniste, on se dit on verra ça plus tard, on verra bien qui a raison à la toute fin. Donc chacun des deux prend l'autre pour son idiot utile. Alors, on a aussi, et vous les évoquez, les judéo-protestants messianiques, et vous l'avez dit, qui jouent un rôle prépondérant. Vous dites, à ce propos, cette vision messianique originellement juive, devenue judéo-protestante, va s'implanter dans l'Amérique colonisée par les Anglais, qui se considéraient comme le nouveau peuple élu. L'Amérique, comme la nouvelle terre promise, terre des origines du monde, et les Indiens, une race inférieure à exterminer, suivant le modèle du récit biblique de la conquête de la terre promise par Josué. Là, j'ai fait un peu un lien avec votre livre, Youssef Indy, La guerre des États-Unis contre l'Europe. J'y ai retrouvé un peu ce que vous disiez. Alors, qui sont-ils, encore une fois, les judéo-protestants messianiques, et quel rôle vont-ils jouer dans le retour accéléré du Messia, s'ils jouent un rôle d'ailleurs? Vas-y, je vais d'accord. En fait, si on fait, on accélère l'histoire. Hein, on saute je vous ai parlé du XVIIe siècle, mais véritablement le moment où les anglo-protestants vont concrètement aider les sionistes à accomplir leurs projets, c'est à la fin de la Première Guerre mondiale. À la fin de la Première Guerre mondiale, ce sont les Britanniques qui attaquent l'Empire ottoman, qui activent la révolte arabe, notamment via Laurence d'Arabie, qui accélèrent le démantèlement de l'Empire ottoman, qui créent le foyer national juif, donc ce qu'on appelle la Palestine mandataire. Donc le foyer national juif était sous contrôle et sous mandat, la Palestine était sous mandat britannique, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'après-guerre jusqu'en 1948, quand l'État d'Israël est créé et prend son indépendance. Sans la Grande-Bretagne, avec une influence protestante sioniste, puisque ce mouvement protestant sioniste du XVIIe siècle va perdurer au XVIIIe siècle. Il va se développer, il va prendre le nom de restaurationnisme du côté protestant, c'est-à-dire le fait de restaurer le peuple juif en Terre Sainte pour hâter la fin des temps et le retour du Christ. Et
Lloyd George, par exemple, à l'époque, était issu de ce courant-là, protestant sioniste. Donc il y a une influence religieuse, il y a aussi une dimension géopolitique et il y a aussi l'influence des organisations sionistes qui ont permis le démantèlement de l'Empire ottoman par la Grande-Bretagne, puisqu'ils ont promis aux Britanniques en 1917, en 1916, quand ils étaient en train de perdre face à l'Allemagne, ils leur ont promis l'implication des États-Unis dans la Première Guerre mondiale pour venir les sauver, en échange de l'attaque contre l'Empire ottoman et la création du foyer national juif. D'ailleurs, Pierre Hillard avait cité le document de la commission Peel dans son ouvrage Atlas du mondialisme, où Peel le dit très clairement. La commission Peel, c'est un document très connu qui proposait un plan de partage de la Palestine en 1937, et dans ce long document, il parle de ce deal qui a été passé entre les sionistes allemands et les Britanniques. Donc il y a dans la création du foyer national juif, bien sûr le sionisme Theodor Herzl, le sionisme politique, les réseaux sionistes, mais cela n'aurait pas été possible sans les Britanniques et sans l'influence du proto-sionisme dans le Royaume-Uni et dans le mouvement religieux protestant. Alors sur ces, on va dire, ce qu'on appelle nous des évangélistes sionistes, en fait, ce courant-là qui est très présent aux États-Unis, finalement, ça a fait remonter pour dire quelle est la philosophie politique profonde du christianisme. Quand saint Paul s'adresse aux chrétiens de Thessalonique, quand les chrétiens de Thessalonique lui demandent quand est-ce que va avoir lieu la parousie, le retour du Christ, il leur dit que pour qu'advienne la parousie, il faut d'abord que soit levé celui qui retient la venue de l'antéchrist. Et donc les pères de l'Église se sont demandé quel était, donc en grec katéchon, ce qui retient cet antéchrist, et ils en sont arrivés à l'idée que c'était la puissance de l'Empire romain, et par voie de succession, les puissances héritières de l'Empire romain. Les protestants, en remontant finalement à l'Ancien Testament, ont construit leur identité politique et puis géopolitique, en se déplaçant même à l'extérieur du continent eurasiatique et en s'installant en Amérique, se sont construits sur le rejet de Rome, le rejet de la romanité. Et c'est là que se rencontre en fait la théologie politique protestante et la théologie politique israélienne, sioniste contemporaine, et donc même la géopolitique, puisque finalement ce sont deux géopolitiques qui se construisent en opposition avec l'Europe continentale catholique orthodoxe. Donc il y a cette idée, c'est là que le messianisme, millénarisme peut apparaître. Alors effectivement, pour les accélérationnistes, ceux américains qui se disent bon, eux ils n'attendent pas le Messie puisque pour eux le Christ est déjà venu, ils veulent hâter la parousie. C'est quelque chose qui n'est pas chrétien pour un catholique ou un orthodoxe. On ne peut pas faire un mal pour un bien. Donc, mais c'est là qu'il y a effectivement une convergence. Maintenant, ça pose la question de comment se positionneront les autorités chrétiennes elles-mêmes à mesure que ce projet avancera. Parce que ce qu'on a voulu montrer dans le livre, c'est que c'est quand on aborde ces choses-là, c'est un peu problématique parce qu'on a l'impression de parler de quelque chose qui paraît farfelu. Mais en fait, c'est très important de comprendre les motivations profondes de l'Israël contemporain. Et en fait, c'est ce que disait déjà à l'époque Raymond Aron, c'est l'homme n'est pas que rationnel, même si, et donc on ne peut pas, même par souci de réalisme politique, on est obligé de prendre en compte l'irrationnel comme motivation des acteurs du choc des puissances. Donc c'est ce que nous faisons dans le livre, et nous montrons en quoi ces motivations profondes existent. Et le millénarisme
a plusieurs formes. Il a cette forme sioniste, mais dans mes précédents livres, je l'ai étudié sous la forme globaliste. En quoi le mondialisme est aussi un millénarisme sécularisé en quelque sorte. Et si vous voulez, le millénarisme a cette spécificité d'être une pensée religieuse, mais tendue vers le matériel, c'est-à-dire une pensée religieuse qui n'est plus axée sur l'au-delà, sur le salut personnel, sur quelque chose de sotériologique, mais vraiment sur quelque chose de géopolitique. Il y a une forme de tension intérieure chez les millénaristes que l'on voit bien chez les sionistes par exemple, mais aussi chez les mondialistes, avec quelqu'un comme Soros qui disait j'ai depuis l'enfance des fantasmes messianiques que si je n'avais pas réalisé, je serais peut-être devenu fou. Il le dit comme ça. Donc il y a une forme de tension intérieure vers la réalisation de ces objectifs. Pour moi, cette tension remplace presque celle qui est la tension intérieure qui existe chez le croyant par rapport à son salut personnel. Donc là, le salut passe vraiment. C'est pour ça aussi que la terre, pour les sionistes, c'est la terre d'Israël elle-même qui est sacrée. Pour des gens comme le rabbin Kook, qui est un des inspirateurs de tout ce courant-là, c'est l'assemblée d'Israël elle-même, quand elle est réunie sur sa terre, avec ensuite, quand le temple sera reconstruit, c'est pour lui une incarnation physique de la lumière divine. Il le dit comme ça. Donc la nation israélienne devient presque une sorte de messie collectif, en attendant d'être couronné par un messie roi. Donc il est clair que dans une conception traditionnelle de la religion, on est face à des courants que je qualifierais d'une forme d'hérésie en fait, mais d'hérésie réellement qui prend une forme géopolitique. Et c'est en ça que ça doit concerner même les croyants et même en premier lieu les autorités chrétiennes. Et donc ça n'a rien de farfelu, parce que je voulais revenir sur ça, ça n'a rien de farfelu, parce que ce que vous dites, finalement, vous apportez des éléments historiques. Peut-être que le grand public n'a pas connaissance de ces choses-là, mais c'est important pour comprendre l'histoire et comment est mené ce projet. Tout à l'heure, on évoquait les États-Unis, on évoquait les évangéliques sionistes, et finalement, le peuple élu existe aussi aux États-Unis. Moi, je vais ouvrir une parenthèse, c'est une réflexion que je me fais depuis quelques années. On connaît le fameux God Bless America, et je voulais savoir s'il prenait source justement dans ce mouvement messianique. Disons que depuis l'époque des pères pèlerins, les pères pèlerins, donc ceux qui ont par la suite fondé les États-Unis, se considéraient déjà à l'époque comme un nouveau peuple élu, un nouveau peuple hébreu, comme je l'ai dit, comme traversant l'Atlantique, comme les Hébreux avaient traversé la mer Rouge, et considéraient l'Amérique comme un nouvel Éden paradisiaque ou une nouvelle Jérusalem. Donc il y a une identification pas de tous les Américains, mais dans le noyau dur des créateurs, des fondateurs des États-Unis, une identification au peuple juif, au peuple élu. Et ça, on le retrouve jusqu'au XXe siècle, au XXIe siècle, avec cette idée que les États-Unis ont une mission universelle, une mission salvatrice, apporter la rédemption au monde. Et ça, on le retrouve même dans des déclarations de hauts dirigeants américains, de présidents comme Wilson à l'époque. Et d'ailleurs, le président des États-Unis à l'époque de la Première Guerre mondiale. Donc oui, il y a une influence messianique sur les États-Unis et même sur la politique extérieure des États-Unis et le traitement infligé aux Indiens, donc aux autochtones d'Amérique, comme le traitement infligé aux Palestiniens par les sionistes. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous vous attardez énormément sur les lobbies évangéliques sionistes, et vous dites qu'ils ont un réel pouvoir en fait aux États-Unis, que ce soit maintenant un pouvoir au niveau des élections, puisqu'ils sont très importants. Vous parlez de 40 millions, je crois, d'évangélistes en fait aux États-Unis, et qu'ils influent finalement beaucoup la politique américaine. Oui, alors les évangéliques sont entre 70 et 80 et 90 millions au total. Ils sont pas tous sionistes. Les évangéliques sionistes représentent entre 20 à 30 millions d'individus aux États-Unis, ce qui est une masse
extrêmement importante. Donc, surtout la droite, les républicains s'appuient beaucoup sur eux. Donc, durant les élections présidentielles, il faut draguer ces évangéliques. Ils ont des lobbies, des lobbies moins puissants que l'AIPAC, que le lobby juif sioniste, mais tout de même conséquents, très très puissants, et ils vont dans le même sens que le lobby juif sioniste. Ce sont des lobbies pro-israéliens. Donc, on a déjà un substrat culturel et religieux qui est influencé par la vision vétérotestamentaire, le protestantisme, parce que même l'évangélisme, c'est quand même une religion assez différente du calvinisme. Et c'est vraiment, il y a eu des phases successives hérétiques, disons, au sein même du protestantisme, qui fait qu'à l'arrivée, l'évangélisme est très très éloigné du luthérianisme et du calvinisme. Donc vous avez ce substrat culturel, théologique. S'ajoute à ça la dimension démographique, comme je l'ai dit, et s'ajoute à cela encore les lobbies. Il y a beaucoup d'argent qui sont injectés dans ces lobbies pour influencer la politique américaine, pour influencer aussi les masses américaines, le parti républicain. Tout ça est expliqué quand même dans l'ouvrage. Ce qui fait le résultat, c'est que le sionisme aux États-Unis, c'est comme une religion. C'est pas une option d'être antisioniste aux États-Unis. C'est presque un dogme religieux. C'est pour ça que quand on parle du sionisme et de l'antisionisme aux États-Unis à partir de la France, on l'analyse avec une vision totalement brouillée. On peut pas comprendre la relation du judaïsme, la relation des États-Unis au judaïsme, la relation des États-Unis au sionisme à partir de l'Europe, en fait. Et le problème, c'est que très souvent, les Européens s'imaginent être des Occidentaux et qui sont en osmose avec les États-Unis, alors que pas du tout. Déjà, bon, il y a eu un mélange. Il y a beaucoup d'Allemands qui sont installés aux États-Unis que ça, mais la base anthropologique et culturelle, elle est anglo-saxonne, et elle est protestante, ce qui est très très éloigné de la culture française et latine. Ce qui va poser un problème maintenant, parce que avec pour dire la révolution conservatrice trumpienne, finalement c'est comme nous sommes dans l'orbite occidentale ou européen, maintenant on va se poser la question. Si on sort du globalisme type sécularisé, athée, LGBT, etc. Vers quoi est-ce que on va aller? Et on voit bien que en fait c'est tous on pourrait dire les alliés du conservatisme américain sont un peu obligés d'adopter aussi la posture pro-israélienne, mais jusqu'où en fait, c'est-à-dire jusqu'où par rapport aux intérêts objectifs de l'Europe et de l'Europe qui est voisine du Proche-Orient. C'est comme sur les questions de toutes les guerres au Moyen-Orient qui ont précédé finalement celle-ci, parce qu'en fait c'est un continuum en fait, se sont faites justement dans l'intérêt d'Israël, appuyé par les Américains, mais finalement au tort des Européens, puisque finalement les Européens ont progressivement perdu leurs intérêts stratégiques au Moyen-Orient. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que la France s'opposait en 2003 à la deuxième croisade des démocraties contre Saddam Hussein. Et puis et là ça va être encore la même chose. Après en 2011, 2015 avec la guerre en Syrie, les afflux de migrants qui déstabilisent, qui continuent de déstabiliser la société européenne. Donc en fait finalement nous Européens nous épongeons cette politique impériale israélo-américaine, et maintenant qu'effectivement on voit des signaux positifs venant des États-Unis sur certains domaines, cette question-là va devenir de plus en plus va être l'épine en quelque sorte de cette un peu grande alliance pan-conservatrice occidentale qui se dessine. Alors, on va revenir un peu plus tard sur Trump, mais un mot d'abord. Comment vous expliquez justement ce revirement? Parce que dans votre livre, vous insistez quand même sur le premier mandat sous Trump, avec donc l'équipe qui l'entourait, Mike Pence, Jared Kushner. Comment vous expliquez Mike Pompeo. Oui, plutôt, c'est ça que je voulais dire. Pas Pompeo, merci.
comment vous expliquez en fait que aujourd'hui, pour ce second mandat, il s'entoure finalement d'autres personnes, qu'il a laissé en fait ce lobby évangéliste de côté. Qu'est-ce qui expliquerait? Mais attention que même les gens qui sont à l'administration Trump sont tous pro-israéliens, voire même parlent de la nécessité, enfin, qu'il n'y a pas finalement, on parlait du troisième temple comme finalement une question qui regardait les Israéliens. Ce n'est pas c'est comme me dit Youssef, c'est finalement quand même consubstantiel de je dirais presque de l'identité de la droite américaine, hormis peut-être oui vraiment le catholicisme politique aux États-Unis qui effectivement, mais là je pense que déjà c'est quelque chose qui est proposé à tous les conservateurs dans le monde. Moi je l'ai vécu avec mon premier livre sur Soros. C'est en gros vous pouvez taper sur le mondialisme si vous validez le sionisme, si vous validez Netanyahou, etc. Et là, bon, il y a cette dialectique-là. Pourquoi est-ce que finalement, on le voit bien en France, tout ce qui est, par exemple, c'est assez binaire. Ce qui est pro-palestinien doit être d'extrême gauche. Et finalement, ça permet ensuite à la droite sioniste de dire, regardez, je sais plus qui a dit, oui, la cause palestinienne, c'est le wokisme géopolitique. Donc, voilà, ils ont besoin de ça. On voit bien qu'ils ils vont nous mettre en avant en France des figures, je dirais, indigénistes finalement, qui sont perçus par le français de souche presque comme des gens justement de l'étranger, et puis accompagnés, je veux dire comme à LFI, de jeunes hommes déconstruits, de wokistes, de gens qui finalement, par exemple en Palestine, bon, ils n'auraient pas vraiment lieu d'être, des gens comme ça. De manière, ça permet ensuite à, je dirais, tous les autres, Golnadel, Arthur, etc., se positionner. Golnadel qui dit le juif incarne un peu le super blanc à notre époque. Ça leur permet de jouer cette dialectique-là. Voilà. Donc, et c'est en fait nous ce qu'on propose, c'est de sortir de ce binarisme, parce que généralement quand on nous propose le choc entre deux choses extrêmes, c'est que il y a peut-être quelqu'un qui est à la manœuvre pour amener une synthèse au-dessus de la thèse et de l'antithèse. Ben, nous proposons nous-mêmes de faire la synthèse, de ne pas rentrer dans ce binarisme. Mais c'est très compliqué. Autant quand vous êtes musulman, c'est très compliqué de ne pas se faire absorber par LFI, etc. Et autant quand vous êtes conservateur, c'est très compliqué de ne pas se faire absorber par ce conservatisme sioniste. Est-ce que c'est ce qui expliquerait que depuis le 7 octobre, ce fameux 7 octobre, le projet en fait eschatologique est vu, est visible, il est dit, il est même clairement crié, même aux yeux du monde. Pas pour tout le monde, visiblement, il n'est pas su de tout le monde, mais est-ce que c'est ce qui les autorise? C'est ce qui autorise, par exemple, Benjamin Netanyahou à déclarer que nous sommes dans les prophéties d'Isaïe et que c'est la lutte du bien contre le mal, la lumière contre les ténèbres. Rav Ron Shaya qui déclare que c'est le début de la guerre de Gog et Magog. Oui, ça fait longtemps qu'il répète ça. Mais là, il l'accentue et il dit, voilà, on attend le retour du Messie, il est là, patientez, ça va arriver, patientez. Est-ce que c'est ce qui autorise, en tout cas les vidéos sont de plus en plus vues, il se cache moins, on va dire que le discours est moins caché. Est-ce que c'est ce qui autorise finalement cette route vers... Mais il y a chez Ron Shaya, des gens comme ça, on voit bien cette tension qui est intérieure chez le millénarisme, c'est vraiment quelque chose qui le travaille et il attend l'imminence de cet événement. Mais peut-être, Youssef, c'est vrai. Oui, alors bon, le 7 octobre, disons que du côté israélien est à la fois un prétexte pour activer le plan d'épuration ethnique de Gaza qui était dans les cartons de façon tout à fait officielle depuis des années. J'en ai déjà parlé. Moshe Feiglin, vice-président de la Knesset en 2014, qui explique qu'il faut raser Gaza et expulser les Gazaouis vers le Sinaï. Vous avez des fuites de l'administration américaine à l'époque d'Obama, révélant au journal Haaretz que le gouvernement de Netanyahou, donc déjà à l'époque d'Obama, avait proposé d'expulser tous les Gazaouis, les Palestiniens de Cisjordanie vers le Sinaï, en disant que le président égyptien accepterait, parce que le président égyptien a démenti. Puis ils ont fait la même proposition à la première administration Trump. Donc ce qu'ils ont essayé de faire depuis octobre 2023, c'était un projet de longue date et parfaitement documenté. Mais l'espèce de poussée de fièvre messianique, effectivement,
le 7 octobre et l'attaque contre Gaza a complètement libéré la parole et de façon totalement, tout à fait hystérique. Effectivement, Netanyahou a déclaré que nous les Juifs, le peuple de la lumière, les Palestiniens sont le peuple de ténèbres, nous réalisons les prophéties d'Ésaïe. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré que les Palestiniens étaient des animaux humains et que ils coupaient l'électricité, la nourriture et qu'ils les traitaient comme tels. Et bon, il y a aussi Ben Gvir qui maintenant a quitté la coalition depuis le 19 janvier. Tous ces ministres-là étaient déjà des fanatiques messianiques avant le 7 octobre. Et comme on l'explique dans le livre, ça fait bien des années que ce mouvement-là, cette coalition, cette alliance en fait, qui remonte aux années 40 entre les sionistes révisionnistes, donc le Likoud, hein, pour faire court, qui a été créé en 73, et les sionistes national religieux, donc c'est-à-dire les messianistes sionistes, sont alliés et œuvrent vers le même projet. Et là, on a eu depuis 2022 la coalition de gouvernement en Israël la plus fanatique de l'histoire du sionisme. Et le 7 octobre et le génocide à Gaza a révélé au monde ce qu'était la nature d'Israël en fait. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, Pierre? Encore une fois, parce que ces questions nous touchent aussi, parce que souvent les Européens peuvent dire finalement donc comme je disais, pour des raisons géopolitiques en fait, ça nous touche, mais aussi pour des raisons très concrètes. Là encore, c'était Itamar Ben Gvir qui disait pourquoi les Européens n'accueilleraient pas les réfugiés de Gaza. En janvier 2024, ils avaient organisé tout un colloque avec des gens du gouvernement, des députés, plus des lobbyistes et des associations qui organisent la colonisation à Gaza, dont le but était de retourner à Gaza et comment réorganiser la colonisation. Et finalement, certains intervenants disaient mais pourquoi est-ce que les Européens qui accueillent autant d'Africains n'accueilleraient pas après tout quelques centaines de milliers, voire 1 million de Gazaouis. Donc en fait, c'est pour ces gens-là, c'est finalement peu importe. Donc pour dire que les conservateurs européens vont intégrer ces gens-là presque dans le prisme d'une grande alliance conservatrice qui inclurait Israël comme un État de droite entre guillemets, voilà, qui a les mêmes objectifs souverainistes que nous. Mais en fait, on voit que ce sont des gens qui sont comment dire, immigrationnistes pour les autres. Donc c'est déjà rien que sur ces questions-là, il y a une contradiction interne. Alors juste pour revenir sur le fait que ce projet existe depuis longtemps et que c'est dans la conception en fait que la terre leur appartient, je voudrais juste citer 2 passages de votre livre. Le premier, ça concerne un rabbin qui on est en 1947 et donc il est devant l'ONU, il déclare rabbin Fishman. La terre promise s'étend du fleuve d'Égypte à l'Euphrate, elle inclut une partie de la Syrie et du Liban, c'est très important. Et 20 ans plus tard, on est quelques jours après la guerre des 6 jours, donc on est en 1967, c'est un autre rabbin, là pendant une cérémonie, c'est pendant le serment millénaire du peuple juif, lui il dit « La terre d'Israël dans son ensemble est une, et il faut l'unifier ». Un peu plus loin, nous ne sommes pas des conquérants d'un pays étranger, nous sommes dans notre foyer, dans la patrie de nos ancêtres. Il n'y a pas ici de terre arabe, c'est un héritage divin. Plus le monde s'habituera à cette pensée, mieux ce sera pour lui et pour nous. Lui, c'est le fils du rabbin Kook qui a succédé à son père, Yitzhak Kook. Pourquoi j'ai cité ces passages-là? Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, au sein des médias même mainstream, et je vais pas citer de nom, mais c'est exactement le même discours qui est tenu finalement. Israël, Gaza n'appartient pas aux Palestiniens, c'est la terre des Juifs. Voilà, c'est un peu... C'est leur religion et ce sont leurs textes. C'est-à-dire que si on prend les textes de manière littérale, on peut les interpréter comme ça. Si sa religion, c'est ce culte, je dirais quasiment, matérialistico-irrationnel de la terre sacrée en elle-même, eh bien, c'est logique en fait. Alors par exemple, par rapport à ces questions-là, les premiers exégètes chrétiens, les pères de l'Église, ont développé justement l'idée que finalement le texte biblique de l'Ancien Testament devait se lire à l'aune de la révélation chrétienne, puisque pour nous, le Messie est déjà venu. Mais pour eux, il n'est pas encore venu. Donc ils sont encore dans le temps
de l'époque de la lutte contre les païens et les idolâtres qui les entourent. D'autant plus que donc le sionisme a pu à un moment donné attirer des gens qui étaient justement pour résoudre de manière politique et séculariser une question, je dirais, identitaire. Comme on disait, une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Bon, il y avait un peuple sur place, c'est dommage. Mais voilà. Et donc, mais maintenant, on est passé à autre chose. C'est le retour. En fait, c'est un fondamentalisme religieux au sens propre. Donc finalement, et donc en plus par les réseaux les réseaux sionistes qui ont pénétré la droite occidentale, on nous parle constamment du fondamentalisme islamique, qui existe, mais on nous parle pas de ce fondamentalisme-là. Et on a finalement une dialectique qui s'installe entre les deux et qui profite aux architectes de cette recomposition internationale. Et donc, à nouveau, cette question nous regarde parce que nous, Européens, et notamment nous, Français, la France qui était traditionnellement qui faisait la défense des lieux saints en Terre Sainte, eh bien, progressivement, on se retrouve périphérique. Alors, on est périphérique pour régler le problème ukrainien sur le sol même de l'Europe, qui se règle maintenant entre Américains et Russes. On est périphérique à nos portes au Moyen-Orient, et donc finalement, on n'est plus des sujets de l'histoire, on devient des objets. Alors, est-ce qu'on l'accepte et jusqu'où c'est cela qui pose question, surtout quand on se pense souverainiste. C'est-à-dire qu'on va avoir la souveraineté, c'est-à-dire le moyen d'agir sur notre destin. En quoi la création d'un nouvel ordre mondial constitue un projet aux origines messianiques ? Ça dépend ce qu'on met derrière ces termes, nouvel ordre mondial. Parce qu'un ordre mondial peut être un ordre globaliste, tel que le pensait en fait George Bush père lorsqu'il avait fait sa fameuse déclaration au lendemain de la guerre d'Irak en septembre 1991, parlant d'un nouvel ordre mondial. En fait, lui, il entendait par là une domination unipolaire du monde par les États-Unis. En fait, c'est ça le globalisme d'une certaine façon. Pierre-Antoine en parlera mieux que moi. C'est-à-dire que le globalisme, c'est une hégémonie mondiale d'une certaine idéologie, de la société ouverte. Mais pour imposer cette domination, il faut un hégémon, à savoir les États-Unis. Aujourd'hui, on est dans un nouvel ordre mondial, mais pas le nouvel ordre que eux attendent. Là, on est dans un ordre d'émergence de blocs. Donc on est dans une géopolitique, comme disait Schmitt, de grand espace, avec des grands blocs qui se constituent et qui se partagent le monde. Donc le nouvel ordre mondial tel qu'on l'entend en fait, une gouvernance mondiale par un seul centre de décision, c'est derrière nous, c'est fini. C'était dans les années 90. Donc ceux qui parlent sans cesse de nouvel ordre mondial, ça y est, le globalisme va triompher. D'une certaine façon, ce sont des gens qui pensent encore qui sont dans le passé. Là, le présent et le futur, c'est le monde des blocs. Sauf une grande guerre mondiale nucléaire qui détruise tous les grands centres de décision. Et pour qu'émerge une capitale mondiale d'un gouvernement mondial qui est Jérusalem, que serait Jérusalem. On n'est pas à l'abri de ça. Oui. Vous m'aviez invité sur le livre votre livre, oui, voilà, Société ouverte contre Razi, qui parlait de ces thèmes-là justement. Et en fait, comme le dit bien Youssef, on est maintenant sorti. En fait, le globalisme pur, c'est quoi? C'est l'idée d'arriver à une autorité mondiale supra-étatique, supranationale, vers laquelle les États, les puissances transféreraient progressivement le plus de compétences possible. Donc c'est plutôt donc un ordre mondial en stratification verticale, en quelque sorte par classe en fait. Et donc vous avez cette hyperclasse mondialiste qui comptait organiser le monde, on va dire de manière unipolaire et par caste. D'où aussi l'idée de contrôle même sur la démographie, etc. Puisque c'était une population mondiale qui doit être régie par un seul système. Il se trouve que progressivement, certains États, comme la Russie et la Chine, ont bien compris que leur intérêt n'était pas de transférer toutes leurs compétences étatiques vers cette autorité, mais finalement d'essayer de pousser vers un
système qui serait mieux réparti et donc plus organisé par bloc ou par sphère d'influence et plus multipolaire. Parce que c'est un des enjeux aussi dont on parle au début du livre, l'intégration progressive de l'Eurasie, du continent eurasiatique par les routes de la soie. Progressivement, la possibilité de faire un mondialisme unipolaire basé sur les routes marchandes obtenues par les puissances thalassocratiques s'éloigne. C'était déjà le cas à la Première Guerre mondiale, à la Seconde Guerre mondiale, mais à l'époque, finalement, comme les puissances antagonistes n'avaient pas encore l'arme nucléaire, on a pu écraser complètement militairement l'Allemagne, qui voulait justement réaliser cet ordre alternatif. Mais là, ce n'est plus possible. C'est-à-dire que les équilibres stratégiques font que naturellement, on va vers cette logique de bloc. Là, maintenant, les États-Unis ayant pris acte avec Trump de cette désaméricanisation du monde, eh bien, l'accélèrent. Ils accélèrent la destruction des outils globalistes qui, à un moment donné, servaient la puissance américaine, mais qui maintenant la desservent. D'où maintenant le démantèlement de l'USAID, le repli des réseaux Soros en Europe, ce que j'avais annoncé aussi, puisque l'Europe va devenir un peu la forteresse, la Festung Europa des globalistes, hein, ça va être l'Europe forteresse des mondialistes, entourée par les puissances illibérales. Et puis, donc, maintenant, la stratégie américaine, c'est de remplacer la vassalisation par les outils globalistes, par une vassalisation conservatrice. C'était déjà la stratégie Bannon dans la première administration Trump. C'est pour ça qu'il faut là démanteler, désarticuler le grand espace européen, se rapprocher de la Russie, pour découpler la Russie de la Chine et essayer de fragiliser cet axe sino-russe qui est le gros concurrent stratégique des Américains. Et donc on est maintenant dans cette configuration-là. Au centre de tout ce grand jeu, forcément les Israéliens essayent aussi, par cette idéologie du Grand Israël, je pense, d'élargir leur espace vital, dans une idée aussi que, comme on va revenir à des impérialismes plus locaux et à des configurations d'affrontements plus locaux, eh bien eux, il leur faut aussi la masse terrestre la plus élargie, et on est finalement dans ce mouvement-là. Et là, la question se pose pour nous, Européens et Français, comment on se positionne et comment on retrouve un minimum d'autonomie stratégique dans ce paysage-là. Alors, avant de penser à l'Europe et à nous, Européens, vous parliez tout à l'heure de guerre des blocs. Vous avez évoqué ce rapprochement que l'on voit, que l'on sent entre les États-Unis et la Russie, mais il y a quand même une contradiction, parce que dans votre livre, vous parlez de la Russie comme étant l'ennemi d'Israël, en tout cas pour les messianistes, puisque vous dites que la Russie serait le Gog dans la guerre de Gog et Magog. Donc, tout à l'heure, on a parlé de l'influence des évangélistes américains sur le Grand Israël, Donc là, est-ce que vous pouvez m'éclairer un peu? Voilà, la Russie finalement là se rapproche des États-Unis. Qu'est-ce que ça donnerait pour le Grand Israël, pour le futur? Enfin, elle se rapproche. En fait, c'est plutôt les États-Unis qui se rapprochent de la Russie. C'est-à-dire qu'ils en ont besoin. De la même manière, en fait, dans le livre Société ouverte contre Eurasie, je rappelais que Bannon avait rencontré Kissinger. Et en fait, dans la perspective de reproduire un petit peu la stratégie qui était celle de Kissinger face à l'Union soviétique dans les années 70, qui était à l'époque, de favoriser un rapprochement américano-chinois, pour découpler la Chine de son voisin communiste, et pour éviter que justement il y ait deux puissances communistes qui soient majoritaires à l'échelle eurasiatique. Voilà, c'est la stratégie inverse. C'était donc déjà la stratégie Trump au premier mandat de Trump, et ça va redevenir cette stratégie d'essayer de prendre la Russie non pas comme un ennemi ontologique, mais comme un partenaire stratégique, au moins contre la Chine. Donc c'est plutôt les États-Unis qui, prenant acte de la défaite finalement occidentale en Ukraine, eh bien maintenant reviennent à une forme de réalisme là-dessus, et justement vont essayer de négocier avec les autres partenaires qui sont influents dans la région, Russie, Chine et Iran, une normalisation avec Israël.
avec les buts de guerre israéliens. Et quelle est la position alors d'Israël face à ce rapprochement? La position d'Israël, c'est la force d'Israël, c'est d'avoir justement, avec cette vision théologico-politique sur le temps long, je dirais une vision stratégique, c'est-à-dire une vision des fins dernières et des buts derniers de l'action politique, beaucoup plus longue que celle des autres acteurs. Ce qui fait qu'Israël peut à chaque fois se confronter à un acteur puis à un autre, mais avec toujours le même agenda. C'est ça on parlait de fièvre messianique, d'explosion. En fait, c'est un continuum, c'est régulièrement, mais à chaque fois face à des adversaires différents qu'ils arrivent à vaincre quand même, ou en tout cas à raisonner et à progressivement augmenter leur espace vital et leurs objectifs. Alors jusqu'où c'est tenable? Maintenant, je pense qu'il va y avoir une problématique en Occident et aux États-Unis même, c'est que toutes les faveurs qui sont faites à Israël, eh bien, maintenant, il va y avoir, si les Américains veulent restaurer leur puissance, en tout cas, ne pas perdre leur puissance et essayer de stabiliser un système dans lequel, au moins, leur impérialisme régional pourrait se maintenir, ils vont être confrontés, ils sont déjà confrontés aux lobbies sionistes et aux perturbations qu'amène le lobby sioniste dans leur politique. Donc, l'avenir nous dira vers quoi on va. Parce que même si Trump fait de ses habituelles propositions jusqu'au boutiste dans le sens d'Israël, quel est le but plus lointain? Moi, je pense que c'est un affrontement entre des réseaux qui savent très bien ce qu'il y a ce qu'ils ont en face l'un de l'autre. On n'imagine pas, nous, pour ces gens de pouvoir, je veux dire, des gens comme Robert Kennedy, qui a eu des membres de sa famille tués par possiblement, comme disait l'analyste Jacques Beau récemment, que tous les services de renseignement en Occident savent que Kennedy a été tué par un autre État, bon, quel est cet autre État et par les réseaux de cet État. Eh bien, là, ces gens-là savent très bien ce qu'ils ont en face, donc ils se regardent en chien de faïence, je dirais comme des cow-boys, la main sur le pistolet. Donc ce n'est pas des alliances comme on imagine des fois, des gens complètement soumis aux uns aux autres. Non, ce sont des affrontements entre clans et des équilibres entre clans durs. On en revient à cette binarité dont vous parliez tout à l'heure. On n'est forcément pas dans une dichotomie quand on négocie, j'imagine. Voilà, c'est pas noir ou blanc, quoi. Mais la force en tout cas, la force des sionistes millénaristes, c'est d'avoir ces objectifs au temps long, et pour moi, c'est ce qui manque maintenant à la civilisation, pour les musulmans, je ne sais pas, mais à la civilisation chrétienne, c'est ce qui manque. Il faut avoir un horizon vraiment sur le temps long et se rappeler de notre philosophie politique et historique, qui, voilà, quel est notre ADN théologico-politique à nous chrétiens, aux puissances chrétiennes. Voilà. Et donc c'est la question. C'est pour ça que la question du Messie va être centrale. Si, admettons, demain les Israéliens arrivent à leur objectif, à transformer progressivement leur pouvoir en une forme de monarchie de droit divin, qui disent voilà, ça y est, nous avons un Messie. Comment vont se positionner et puis progressivement, on va reprendre aussi des sacrifices dans le temple. Comment se positionneraient des autorités religieuses chrétiennes? Bon, déjà des chefs chrétiens, je dirais, bon, en tout cas, il n'y en a plus tant que ça, mais des autorités religieuses chrétiennes, comment est-ce qu'ils vont se positionner? Donc ça pose une question, et surtout ça pose la question pour chaque chrétien, comment on se positionne par rapport à ça. Voilà. Donc c'est... Alors pour revenir à la stratégie géoéconomique, vous évoquez dès le début du livre les nouvelles routes de la soie. Et l'IMEC, alors c'est aussi une autre alliance en fait d'autres pays. Comment se positionne Israël face aux nouvelles routes de la soie et quelles sont ses relations avec la Chine? Une superpuissance. Voilà, au départ justement, Israël, pendant les 10 dernières années, avait commencé à nouer en fait, les liens entre Israël et la Chine sont déjà assez anciens, mais c'est vraiment dans les dernières 10 années qu'ils se sont développés de manière exponentielle avec des investissements chinois, justement
en Israël dans le cadre des terminaux de route de la soie vers ensuite la Méditerranée. Et on a vu, en fait, c'était vu d'un mauvais œil par les États-Unis justement, qui craignaient déjà aussi l'espionnage industriel chinois et puis ce rapprochement. Et en fait, cela a été, en fait, avant qu'il y ait l'attaque du 7 octobre, eh bien, il y a eu justement toute une série de chambardements macro-géopolitiques avec justement autour de la question des corridors énergétiques. Au moment peu après le 7 octobre a lieu la rencontre du forum de Belt and Road, des nouvelles routes de la soie. Un mois avant avait lieu la réunion à laquelle n'étaient pas conviés en Inde la Chine et la Russie, aux réunions où a été signé justement le partenariat de l'IMEC qui vise à construire une espèce de corridor énergétique alternatif, Inde, Émirats Arabes Unis, Israël, Europe, alternatif à cette intégration des voies géoéconomiques des routes de la soie. Parce qu'on imagine mal ce que ça représente les routes de la soie, mais c'est quelque chose de colossal et qui se déploie sur plusieurs voies stratégiques depuis le sud de l'Eurasie jusqu'au cercle arctique. Donc en fait, c'est une intégration, c'est tout ce que craignaient les mondialistes. Les stratèges anglo-américains ont toujours dit il faut empêcher l'intégration géoéconomique de l'Eurasie parce que sinon nous allons devenir périphériques. Et on dirait que l'administration Trump a fini par prendre acte de cette question, voyant qu'ils ne peuvent plus intervenir comme ils veulent, eh bien ils acceptent ces questions. Ils sont intervenus, je pense maintenant, en Ukraine, ils n'ont pas réussi leur coup. Alors au Moyen-Orient, ils essayent, ils vont tenir avec Israël. Avec cette idée finalement que Israël n'est pas juste un proxy des Américains, c'est aussi une forme d'État réseau, donc qui est pénétré très puissamment à l'intérieur même de l'exécutif américain, ce qui n'est pas le cas, je dirais, des autres proxys américains type Ukraine et autres. Donc c'est peut-être, c'est là qu'il y a vraiment aussi une exception géopolitique israélienne, et au sein de ce grand jeu, justement, entre Occident et Eurasie. Est-ce que justement cette stratégie sert également les intérêts à la construction du Grand Israël ? De toute façon, c'est un objectif, duquel qu'ils gardent. C'est un horizon d'attente, la construction du Grand Israël. Et comme je vous disais, je pense en plus dans le cadre d'une recomposition d'un effondrement partiel du mondialisme dans un système qui serait plus pan-régional. Eh bien, Israël a tout intérêt à agrandir son territoire pour avoir la masse terrestre qui lui permet d'affronter ses voisins immédiats et de dicter sa politique. Alors un mot sur les déclarations fracassantes de Donald Trump. Je sais que ceux qui vous suivent, notamment Youssef Indy, connaissent déjà votre discours à ce sujet, votre opinion. Mais alors c'est de la provocation ou c'est une soumission à Israël ? Alors, il faut regarder dans le détail ce qu'il a dit. Il a dit durant la conférence de presse avec Netanyahou que les États-Unis allaient prendre la bande de Gaza. Et plus tard, il a dit qu'ils allaient carrément même pas acheter Gaza, mais s'approprier Gaza. Et quand il a dit ça, Netanyahou était un peu estomaqué parce qu'il s'attendait pas à ça. Parce que l'autre partie du discours sur on va expulser les Gazaouis, on va reconstruire, on va faire une Riviera ou je ne sais quoi, c'était déjà un projet qui avait été énoncé par son gendre Jared Kushner en janvier 2024. Voilà, en 2024. Mais le problème, c'est que très souvent, comme je le dis avec Donald Trump, il y a des contradictions dans le discours et des contradictions entre ce qu'il fait et ce qu'il dit. Au moment où il dit ça, quasiment à quelques jours d'intervalle, il impose un cessez-le-feu aux Israéliens qui implique le retrait de l'armée israélienne de la bande de Gaza, le retrait de l'armée israélienne de la ligne de démarcation entre le nord et le sud. En fait, ils ont mis en place une ligne de démarcation entre le nord et le sud de Gaza pour empêcher les Gazaouis qu'ils ont chassés vers le sud de remonter vers le nord. Or, le cessez-le-feu implique toujours le retrait de l'armée israélienne de cette ligne de démarcation et le retour des Gazaouis chez eux.
Donc Trump est celui qui a imposé aux Israéliens le retour des Gazaouis chez eux. Et donc les Gazaouis réfugiés vers le sud remontent dans le nord, et à ce moment-là, il dit on va les envoyer vers l'Égypte et la Jordanie, ce qui est totalement contradictoire. Donc je pense que sur ce dossier-là, c'est beaucoup de poudre aux yeux, mais aussi un moyen pour Donald Trump de donner le change aux sionistes, aux Israéliens, parce que Smotrich a applaudi le discours, donc c'est le ministre des Finances, un fanatique de Netanyahou, qui a applaudi Netanyahou en disant que c'était, enfin, il a applaudi Trump en disant que c'était une bonne idée. Mais de toute façon, ça fait des années que les Israéliens font ces propositions-là par l'intermédiaire des États-Unis, surtout à l'Égypte, et l'Égypte a toujours refusé, et là, ils ont encore refusé. Même le roi de Jordanie, Abdallah, quand il est parti à Washington rencontrer Trump, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, nous allons recevoir 2000 enfants palestiniens pour les soigner dans nos hôpitaux en Jordanie. Ce qui signifie, non, nous n'allons pas recevoir tous les Gazaouis. Ceux qui vont financer la reconstruction de Gaza, à savoir les Saoudiens, ont dit un non catégorique. Je pense que Trump le sait très bien, et c'est peut-être aussi un moyen pour lui de tâter le terrain. C'est-à-dire de faire une proposition totalement délirante, ensuite aller aux tables de négociation, en parler et en discuter. Mais depuis ces déclarations-là, on n'en a plus entendu parler de ce projet d'expulser les Gazaouis. Terminé. Trump est passé à autre chose. Il est passé à l'Ukraine, en faisant des déclarations contre Zelensky, en appelant Vladimir Poutine. Et Trump, quand on observe son premier mandat, ça a souvent été sa méthode. Faire des déclarations très agressives, fracassantes, puis ensuite faire le 10e de ce qu'il avait annoncé, voire pas du tout, et passer à autre chose. Et là, on est passé à autre chose. Il n'est plus question d'expulser les Gazaouis. Donc, tout le monde s'est agité, tout le monde a commenté les paroles de Trump et l'a pris au mot, et finalement, sur le terrain, il s'est rien passé. Alors, pourquoi avoir accepté de recevoir Benjamin Netanyahou alors qu'il est sous le coup déjà d'un mandat d'arrêt international de la CPI? Déjà ça, moi, ça m'a interpellée. Les États-Unis veulent démanteler aussi la CPI. Ils sont contre la CPI. Ça fait partie des organes justement clairement mondialistes, desquels ils veulent sortir. Et ils s'appuient justement sur l'antisionisme supposé des institutions type CPI, ONU, etc., pour en sortir. Ce qui, quelque part, est une bonne chose. Donc c'est un mal pour un bien. Ils s'appuient sur ce prétexte-là pour sortir de ces organes-là. Et alors les mondialistes auront beau jeu de dire, comme toujours face au nationalisme, ah oui, mais alors il n'y a plus de droit international, etc. Mais le problème, c'est que le droit international est instrumentalisé dans un sens mondialiste. Donc qu'est-ce qu'on fait finalement? Donc il n'y aura pas tellement d'autres possibilités que de reconstruire une forme de droit international nouveau, qui sera basé sur le principe de la souveraineté et pourquoi pas peut-être de l'autonomie des grands espaces, comme le voulaient déjà certains théoriciens du siècle, d'il y a exactement un siècle, quand se posaient avec acuité les mêmes questions géopolitiques qu'à notre époque, c'est-à-dire entre la triangulation entre nations, État continent et puis État mondial. Autre point aussi, c'est le ministre de la Défense, je crois, oui, Yoav Gallant, qui apparaît beaucoup dans votre livre, qui a un élément, qui est un personnage clé. Il a été limogé en novembre dernier, je crois. Comment on explique Ils sont en fait dès le départ, les militaires israéliens étaient opposés au projet de Netanyahou à Gaza. Pas parce que ce sont des humanistes, mais simplement parce qu'il n'y avait pas de stratégie. Quand il y a eu le 7 octobre, d'abord, je pense qu'ils en veulent à Netanyahou parce que il a ignoré les renseignements israéliens et il a aussi ignoré les Égyptiens qui l'ont prévenu. Le ministre du renseignement égyptien a appelé Netanyahou une semaine avant le 7 octobre en lui disant le Hamas prépare quelque chose. Bref, ensuite l'attaque du 7 octobre a eu lieu. Et l'armée israélienne n'a reçu l'ordre de réagir par le gouvernement que 5 heures plus tard. Donc il y a des zones d'ombre, sans parler du reste. Bref. Mais quand Netanyahou et son gouvernement de coalition ont utilisé l'attaque du 7 octobre comme prétexte pour lancer une grande offensive contre Gaza pour expulser les Gazaouis,
les militaires israéliens ont dit au gouvernement, aux politiques, mais nous n'avons pas de stratégie. Nous n'avons pas de stratégie pour Gaza, de stratégie militaire. Donc il les a mis devant le fait accompli et ils avaient 3 semaines pour élaborer une stratégie. Et en fait, dès le début, il y a eu une opposition frontale entre Yoav Gallant et Netanyahou dans le cabinet de guerre. Il y a même eu des fuites disant qu'ils en sont quasiment venus aux mains dans le cabinet de guerre. Donc il y a depuis longtemps une opposition entre une classe politique israélienne qui est fanatique, qui rêve de grand Israël et d'épuration ethnique, et en face, les militaires, comme je l'ai dit, qui sont pas des gentils, qui sont pas des humanistes, mais qui simplement regardent sur le terrain ce qui est faisable ou pas. Et ils ont dit non, c'est pas faisable. Donc ils savaient en fait qu'ils allaient perdre la guérilla urbaine. D'autant plus que, comme l'a expliqué d'ailleurs notre ami Xavier Moreau, il est encore plus difficile de mener une guérilla urbaine dans une ville en ruine. S'ajoutent à cela les tunnels. On voyait des images publiées par des combattants du Hamas qui sortent d'un trou d'un tunnel, qui abattent un tank israélien et qui repartent. Et les Israéliens les appelaient les fantômes. Donc finalement Yoav Gallant a été limogé ou a démissionné, je sais pas, parce que on arrive en fait au bilan de cette guerre à Gaza. Sur le plan militaire, ils ont perdu cette guerre, les Israéliens. Et d'ailleurs, il a lâché une bombe après sa démission, Yoav Gallant. Il a confirmé en fait ce qu'on dit depuis le début, à savoir que ils ont utilisé la doctrine Hannibal durant le 7 octobre, qui en fait, en gros, consiste en cas de prise d'otage, donc doctrine israélienne, l'armée israélienne, en cas de prise d'otage, de tuer les preneurs d'otages et les otages israéliens, civils et militaires. C'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, donc Yoav Gallant l'a finalement avoué pour mettre plus encore dans l'embarras le gouvernement Netanyahou. C'est quelque chose qui arrive finalement souvent dans l'histoire quand il y a une contradiction entre l'opérationnel, le côté de terrain du militaire, et puis le côté justement idéologique et jusqu'au boutiste du millénariste, ou de celui qui est plus dans la posture idéologique, ou du politique quand il est infecté par l'idéologique et qu'il finalement veut imposer, je dirais, c'est presque comme en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale entre la Wehrmacht et le parti nazi. Il y avait des frictions. Ben, c'est un petit peu de cet ordre-là. J'en déduis que c'est la même chose qui s'est produite pour le ministre de la Sécurité nationale, Ben Gvir, qui a démissionné alors c'est autre à chose. La signature du cessez-le-feu. Voilà, oui, c'est ça. C'est que Ben Gvir a démissionné, mais pas pour les mêmes raisons que Yoav Gallant. Voilà. C'est le contraire. Il a dit, en fait, ce cessez-le-feu est une officialisation de notre défaite. Lui, il voulait continuer le génocide et l'épuration ethnique. Et il a quitté et en fait, là encore, c'est une conséquence de la politique de Donald Trump. Il a imposé un cessez-le-feu, ce qui a conduit à la rupture du gouvernement de coalition autour de Netanyahou. Donc en fait, au-delà des déclarations tonitruantes, il faut regarder concrètement ce qui se passe. Donald Trump est celui qui a causé le plus de tort politiquement aux Israéliens depuis octobre 2023. Alors qu'on avait le couple Biden, le secrétaire d'État, comment il s'appelait, Biden-Blinken, qui sont des criminels. C'est-à-dire qu'ils sont responsables d'1 million de morts en Ukraine, ils sont responsables de la guerre en Ukraine, et ils sont responsables du génocide à Gaza, puisqu'ils ont livré des armes et des munitions à tout va pour que les Israéliens puissent tuer entre 220 000 et 240 000 Palestiniens. Donc le gouvernement, l'administration Biden, avec Blinken, sont responsables d'environ 1 300 000 morts en 4 ans. Parce que cette administration-là était justement dans ces fondamentaux typiques du mondialisme sous la forme anglo-américaine, c'est-à-dire avec l'idée d'absolument contenir par tous les moyens possibles la connexion entre Europe et Moyen-Orient et Eurasie, avec l'idée donc de créer finalement une barrière de conflit
sur toute cette ligne qui court depuis le nord jusqu'à la Méditerranée, voire jusqu'à la mer Rouge. Trump est en train de rompre avec cette politique-là et d'essayer de réparer les plaies et de peut-être demain avec Russie et Chine de reconstruire une architecture mondiale alternative. Mais les mondialistes n'ont pas dit leur dernier mot, puisque maintenant ils vont essayer de centrer leurs efforts sur l'Europe et puis de coaliser avec autour de l'Europe, comme l'a dit Glucksmann récemment, que les États comme le Canada et autres qui refusent justement même en Amérique du Nord cette nouvelle configuration, s'organisent avec l'Union européenne. Donc on va avoir maintenant une espèce d'éclatement comme ça, même des alliances qui vont se faire, qui vont être intéressantes à observer. Alors l'Europe, justement, vous interrogiez tout à l'heure le rôle que les Européens ont à jouer dans cette dimension eschatologique, dans ce futur grand Israël. Mais il y a la France aussi. Et la France, vous en parlez dans votre livre, à la toute fin, la France qui aurait un rôle à jouer. Alors vous faites un parallèle, moi, qui m'a interpellée. C'est pour ça. D'accord. Vous dites qu'elle joue un rôle clé dans la venue du Messie qu'attendent les sionistes millénaristes. En hébreu, la France se dit Tsarfat. Tsarfatim était le nom donné aux Juifs du royaume de France. Ça, on ne le sait pas forcément. On ne sait pas forcément. Oui, mais comme beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Par exemple, on ne sait pas pourquoi tous les dirigeants occidentaux vont embrasser le mur des lamentations. Mais on ne nous explique pas que en fait, ils embrassent le temple, en fait. Et donc le cœur du projet sioniste. Toutes ces choses qu'on nous montre comme à des normies, je dirais, et depuis l'enfance, sans jamais nous les expliquer. Donc c'est intéressant juste déjà de les comprendre un petit peu. Dites-nous en plus, alors. Oui, donc voilà, sur cette idée. Ne nous laissez pas sur notre fin. Non, en fait, je cite, là encore une fois, je vais aux sources rabbiniques et autres, et aussi à des exégètes même contemporains, comme Pierre-Henri Salfati, qui est un réalisateur aussi de films, et qui a écrit tout un livre qui s'appelle Le dévoilement du Messie, et qui fait des analogies intéressantes selon la vision, en tout cas la vision du judaïsme qu'il présente, entre justement le rôle de la France et d'Israël, avec cette idée, donc cette étymologie du terme tsarfat, donc qui évidemment parle du fait que tsar, ça renvoie à l'idée de César, c'est le même mot en russe, et donc finalement la France serait donc le pays romain par excellence, le pays du César, et le pays donc finalement au sein duquel devrait être pratiquée une forme de césarienne pour ouvrir le pays. Donc on a toujours cette idée de société ouverte, parce que finalement la France, c'est tout ce que disent ces exégètes-là, c'est que la France est en fait le pays des blocages en quelque sorte, le pays romain par excellence qui doit être ouvert. Et il faut ouvrir finalement cette romanité française pour que puisse advenir le Messie qui concerne aussi les chrétiens, puisque ce sera une forme dans leur idée, une forme en quelque sorte de roi du monde, même s'il aura des vassaux en quelque sorte dans leur idée, il y a cette approche-là. Donc c'est intéressant de remonter à ce qu'ils disent eux, voir qu'en fait dans le livre, je cite aussi les analogies qu'il fait avec l'idée de ce que serait finalement Tsarfat, pays du tsar, et aussi l'étymologie de fat, qui est le pain, mais qui est aussi la femme de mauvaise vie, et finalement que la France serait à la fois le pays du tsar, du César, et aussi une femme de mauvaise vie qui doit en fait accoucher de quelque chose d'autre et de temps nouveau. Donc voilà, donc ça je laisse ça parce que ça serait trop entrer dans un terrain un peu vulgaire, mais que je ne fais que citer. Mais en tout cas, c'est très intéressant parce que moi j'en ai fait le parallèle avec ce qu'on vit actuellement. Oui. Premièrement, cette connivence affichée entre la France, le gouvernement français et les sionistes, et puis aussi ce chaos qui est à venir. Donc quelque part, quand j'ai lu ça, je me suis dit mais finalement, ce chaos à venir et ce chaos déjà présent, et aussi, moi, je lisais ça au moment,
quand il y avait par exemple la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, qui a été une forme d'initiation collective à un culte à mystère, vraisemblablement, auquel on ne participe pas, mais auquel nos élites ont des codes, puisqu'il y a tous ces symbolismes-là. Et donc on s'est dit qu'effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la souillure qui est déversée sur la France. Et en fait, on veut vraiment détourner la mission de la France, qui était la mission chrétienne, pour l'amener vers cette autre mission. Et en fait, il y a quelque chose qui est logique, parce que derrière cela, je pense qu'il y a l'idée de ce que saint Paul appelait le mystère d'iniquité. C'est-à-dire, il y a un mystère du mal. Et finalement, pourquoi cet acharnement dans l'idée d'élaborer ainsi, comment dire, de faire advenir ainsi à la force humaine finalement un messie des Juifs, mais aussi une forme de roi du monde. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Moi, je pense, j'ai une interprétation chrétienne. Je dis comme dans la théologie chrétienne, on dit finalement Dieu nous a fait libres. Donc c'est pour ça qu'il nous a laissé pécher en quelque sorte. C'est notre responsabilité. Donc jusqu'au bout, il laisse la possibilité, je dirais, aux sionistes millénaristes de se repentir, d'arrêter d'aller sur cette pente. Mais eux ne veulent pas. Eux pensent que il faut réaliser à la force du poignet et par la volonté humaine, finalement, leur interprétation des textes divins. Et je pense que comme au cours de leur histoire, c'est comme une histoire, je dirais, en positif et en négatif. Avant la venue du Messie, en quelque sorte, pour un chrétien, l'histoire du judaïsme est positive, puisqu'elle conduit à l'arrivée du Messie, et le Messie permet d'interpréter même positivement, même les textes de l'Ancien Testament. Après, c'est comme, d'une certaine manière, comme cette histoire continue, et qu'ils attendent toujours le Messie, effectivement, qu'est-ce qui doit être enfanté maintenant par ce peuple, si le Messie est déjà venu? C'est forcément l'adversaire, l'anti-Messie. Donc il y a une forme de mystère profond, à mon avis, et qui effectivement est lié à la France, est lié à toutes les choses blasphématoires qu'on apprend maintenant sur nos dirigeants en ce moment, et qui, à mon avis, est lié à la géopolitique. Parce que le cardinal Newman, qui était un anglican qui s'était converti au catholicisme au XIXe siècle, avait fait des sermons très intéressants sur l'antéchrist. Et il rappelait là aussi l'exégèse que donnent les chrétiens sur ça, sur l'idée qu'à avant la fin des temps, l'Empire romain il y aura une singerie de l'Empire romain qui sera reconstituée, mais un Empire romain évidemment sans la chrétienté, sans le christianisme. Le drapeau de l'Union européenne reprend l'héraldique, les symboles du Saint-Empire romain germanique, mais sans le christianisme. Si on regarde au niveau géopolitique, il y a eu une tentative d'unification de l'Europe sous idéologie maçonnique par Napoléon. Cette tentative a été écrasée par la Sainte Alliance et finalement l'union de la Russie et de l'Angleterre contre l'Europe maçonnique en quelque sorte. Un siècle plus tard, la même chose avec Hitler, volonté de reconstruire une forme d'empire romain, mais là aussi où le politique serait au-dessus du religieux. Et là, troisième tentative, et là c'est l'Europe forteresse du mondialisme, et là c'est au nom de cette idéologie globaliste, et là on pourrait dire quasiment antéchristique, si la nature de Macron et de son entourage est telle que certains nous disent, on est face à... Donc on a une lutte entre espaces géopolitiques qui deviennent des espaces comme, ça rejoint le précédent livre de Youssef sur l'idée d'anomie. Et en fait, l'Europe devient, c'est pour ça qu'on vit dans le chaos. Voilà. La guerre des États-Unis contre l'Europe, c'est que l'Europe devient l'espace sacré, je dirais, du renversement des valeurs, et nous sommes maintenant dans cette configuration-là. Et ça pose un problème parce qu'effectivement, si vous voulez, il y a trois pôles en quelque sorte, je pourrais dire, de christianisme politique. Il y aurait le pôle judéo-protestant, le pôle catholique et le pôle orthodoxe. Maintenant, vous avez le pôle judéo-protestant et le pôle catholique, et le pôle orthodoxe qui se relèvent en quelque sorte. Et au milieu, vous avez ce vide, ce trou noir en fait, qui aspire. Et eh bien nous, on est au centre là de ce trou noir. Alors vers quoi est-ce qu'on va aller? Ça, c'est Dieu seul sait. Alors pour rester sur la France, nous aussi, on a connu une destruction puis une reconstruction. Et vous avez un texte, un livre d'une 60aine de pages qui est assez visionnaire puisqu'il a été publié en 2020. Vous abordez, donc il s'intitule Notre-Dame, Al-Aqsa. Le troisième temple sur Stratégica, qui est un e-book en fait. Oui, c'est un livre numérique. Et là,
Donc, dans cette première partie, vous abordez effectivement la destruction de Notre-Dame et vous annoncez sa reconstruction, en quelque sorte, en un temple maçonnique. Bah, on y est. Oui. C'est-à-dire qu'on a observé... Enfin, il faut se rappeler le contexte dans lequel cet incendie est arrivé. Bon, dans l'étude, on montrait toutes les anomalies sur les causes officielles de cet incendie. Et les intérêts derrière. Voilà. Et ensuite, les intérêts, je dirais, très concrets, financiers, immobiliers, etc., même les projets de reconstruction. On pourrait dire là aussi les projets de reconstruction peut-être à la Trump, c'est-à-dire en montrant des choses qui seraient tellement délirantes que on va dire non, ça on va pas le faire, mais on va faire quelque chose peut-être d'intermédiaire. Voilà. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Quelque chose d'intermédiaire. Parce qu'en fait, le projet c'était de transformer toute l'île de la Cité. Voilà. Et finalement, ils sont avec quelque chose d'intermédiaire. Et qui forcément apparaît comme acceptable. Mais le contexte où c'est arrivé, c'était le moment où on avait les gilets jaunes qui duraient depuis maintenant quelques mois. Et en fait, ce qu'on avait montré dans cette étude, c'est que des souverains peuvent être tentés d'allumer une forme de contre-incendie et ensuite de se présenter comme des réparateurs, et ça leur attire une forme de charisme quasiment magique. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Macron est apparu à ce moment-là comme si finalement tout ce chaos qui avait duré plusieurs mois, au début les Gilets jaunes étaient une insurrection, je dirais, populaire, juste, puis ça s'est, comment dire, éternisé en chaos, infiltré par l'extrême gauche, etc. Ça durait. Et à la fin, c'est comme s'il arrive, ça devient le point, l'apex du chaos, c'est l'incendie de Notre-Dame, et Macron qui arrive maintenant, stop, je vais finalement reconstruire. Donc il apparaît lui-même comme un bâtisseur, un reconstructeur. Et ce qu'on avait aussi noté, c'est que le jour même de l'incendie de Notre-Dame, un incendie s'était déclaré au sein de la mosquée d'Al-Aqsa. Et ça, c'était tout quasiment en même temps. Quasiment en même temps. Et c'est assez troublant. Alors, l'incendie avait été maîtrisé, mais il y a quand même des... Là encore, ça allie de manière, je dirais, occulte ou analogique, le lien de la France. Donc, toujours cette idée d'ouverture forcée de la France, société ouverte, césarienne qu'il faut pratiquer sur le pays de la romanité, et l'agenda du troisième temple. Mais ce qui est logique, parce qu'en fait, si vous voulez construire parce qu'en fait, ce temple, comme je vous dis, qui doit être reconstruit, déjà, sera un complexe gigantesque dans l'idée des temples. C'est quelque chose qui doit être vu depuis tous les alentours de Jérusalem. Ça doit devenir le centre de pèlerinage qui viendrait de tout le grand Israël, qui serait organisé autour de ça. Bon, eux, ils ont des visions vraiment, ce sont des religieux, donc ils ont vraiment une vision où l'économie même devra tourner autour de ça. Ils ont déjà prévu même des choses, ça c'est la force israélienne, des choses très concrètes, presque des Airbnb pour héberger les gens. Enfin, c'est assez délirant. C'est donc ils prennent plaisir à détailler cette chose-là, parce que c'est vraiment et en fait, ce serait une sorte de nouveau Vatican. Et donc c'est logique, si vous voulez transférer la tête, enfin l'autorité le spirituel de l'Occident vers Israël, eh bien logiquement, il faut ouvrir la France, et je pense même ouvrir la Russie, affronter la Russie, parce que les deux pays héritiers de la romanité, dans le sens paulinien, de Saint Paul, dans le sens catéchontique, c'est pour le monde orthodoxe, c'est la Russie, pour le monde catholique, c'est la France. Donc ce sont et si vous regardez même à une échelle géographique, eh bien c'est la France, c'est le Finistère de l'Eurasie, et la Russie est la grande. Et si vous avez un continuum je dirais de tout le nord eurasiatique, voilà. Et il faut casser cela pour qu'advienne cette nouvelle royauté mondialiste. Et là, on pourrait aussi voir une autre chose, c'est peut-être que ce qui est en train d'être abandonné, c'est le mondialisme justement sécularisé à la Soros. C'est une forme de perestroïka mondiale, de glasnost mondiale. Hop, on se débarrasse de tous ces organes regardez comme ils sont corrompus à la face du monde, et on va passer à une forme de mondialisme plus directement religieux, avec la violence qui va avec. Enfin, la violence ouverte, parce que la violence était déjà là, mais elle a été dissimulée par le droit de l'homisme. Là, au moins, ça sera frontal, ça sera biblique. C'est ce qu'on verra. En tout cas, vous terminez par on va dire, le fait qu'on est dans une époque d'anomie planétaire et qu'il faut choisir son camp. Alors là aussi, quel camp les gens vont choisir ? On va pas choisir à leur place. Oui. Le problème, c'est que oui, on est dans un monde anomique, mais l'anomie est circonscrite géographiquement.
Parce que là encore, hein, le globalisme et les délires globalistes ne sont pas si globaux que cela. Je veux dire, on l'a vu avec la guerre en Ukraine, on l'a vu avec le génocide à Gaza, et on le voit avec le LGBTisme. Il y a le monde occidental, et encore dans le monde occidental, pas tout le monde, qui a épousé ces idéologies qui sont des idéologies mortifères et nihilistes. Mais les 3/4 de la population mondiale refusent cela. Ils refusent la société ouverte, ils refusent le LGBTisme et ils refusent l'exceptionnalisme sioniste et le génocide. Donc en fait, quand on regarde de près, c'est surtout un problème occidental dans le monde occidental. Et il peut y avoir une influence positive du reste du monde sur le monde occidental, où des forces au sein même du monde occidental qui n'ont pas forcément notre sympathie. Par exemple, là, on a parlé des évangéliques. Et je veux dire, la religion protestante et l'évangélisme représentent une force dans le contexte américain, dans la politique intérieure, qui contrebalance le LGBTisme. Vous voyez, donc, alors que par exemple en France, il y a eu la manif pour tous en 2013, mais en termes démographiques, vous n'avez pas l'équivalent de ce que vous avez aux États-Unis en France. C'est-à-dire des forces conservatrices extrêmement puissantes, capables de renverser le pouvoir LGBT. Mais c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc, bon, il faut pas être manichéen. Tout n'est pas tout blanc ni tout noir. Mais même dans l'évangélisme, même dans le protestantisme, il y a des côtés positifs, c'est-à-dire les valeurs traditionnelles. Et un homme est un homme, une femme est une femme. Enfin, je veux dire, des choses qui sont tout à fait élémentaires que une bonne partie de l'Europe a perdu. Et encore, même si on regarde dans l'Europe, je veux dire, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, les pays latins sont pas tous contaminés par ces idéologies, l'Europe de l'Est non plus, c'est vraiment en fait circonscrit à l'Europe de l'Ouest. Avec cette idée, c'est un peu comme ce que dit Christophe Guilluy, de manière sociologique, c'est une certaine population qui se cadenasse maintenant dans les centres-villes gentrifiés et inaccessibles, qui, comment dire, maintenant avec les ZFE, etc., essayent de mettre les ploucs dehors, qui essayent de nous empêcher de vivre avec les taxes carbone, le prétexte écologique et tout. Donc c'est une lutte là de classe à mort entre les derniers euroglobalistes qui profitent à qui ce système profite, et puis le reste de la population. Et à un moment donné, je pense que ça va pas tenir. C'est pour ça que ça va peut-être ressembler. Nous, on a grandi là encore avec. On nous montrait les films sur la fin du fascisme, sur Salo, les 120 journées de Sodome, ce genre de choses. On voit les derniers fascistes qui commettent toutes sortes d'horreurs et tout, et qui s'enferment un peu dans leur idéologie. Ce qui est intéressant, c'est que c'est finalement les libéraux qui vont finir comme ceux qu'ils ont décrits, qui étaient la fin du fascisme. Ils vont peut-être finir comme ça avec Thierry Breton et les autres, enfermés dans leur fantasme et leur bulle idéologique, et assiégés par le réel, par ce Yalta géopolitique et par la population qui en a assez et qui va suivre Américains et Russes dans ce changement de régime, dans ces changements de régime internes à l'Europe. Ouais, parce que là, cette élite globaliste en Europe, elle est vraiment dans une situation très précaire. Parce que, encore, ils avaient là, avec l'administration Biden, le soutien des États-Unis, c'est-à-dire l'aile LGBTiste et belliqueuse aux États-Unis, qui tenait le pays et qui a conduit l'Europe dans la guerre contre la Russie. Et les Européens, les dirigeants européens étaient dans une double guerre, une guerre contre leur propre population, la France périphérique, l'Angleterre périphérique, la même périphérique, et en guerre contre la Russie de Poutine. Et là, déjà, c'était très précaire parce que, en gros, Macron disait j'emmerde les Français, mais vous, Français que j'emmerde, je vous dis qu'il faut faire la guerre à Vladimir Poutine. Donc, d'une certaine façon, ils mettaient les Français dans une situation où ils étaient les alliés objectifs de Poutine. Arrive Donald Trump au pouvoir, qui est l'ennemi politique et idéologique de toute la classe politique européenne, ouest européenne, qui lui fait la guerre depuis 2016. Et donc là, en fait, vous avez objectivement l'administration Trump, la France périphérique, si on prend que la France, ou l'Europe périphérique, et la Russie de Poutine, qui sont dans le même camp, là,
dans cette configuration contre cette élite globaliste qui est en... Et c'est pour ça que vous avez les déclarations très hostiles d'Elon Musk vis-à-vis du gouvernement britannique, vis-à-vis du gouvernement allemand, une hostilité très nette de l'administration Trump vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Donc là, ce qu'on peut avoir, ce sont des révolutions colorées à l'envers. C'est-à-dire non plus des révolutions colorées de type Soros, mais des révolutions conservatrices. Voilà. Et alors, je dis pas que là, le piège, là par contre, il y a un piège, c'est de tomber, de passer d'une soumission à une autre. Parce qu'en fait, du point de vue américain, de l'administration Trump, le but, c'est bon, on a une Europe vassalisée, qui fait partie, pour prendre les termes de Schmitt, de notre grand espace. On a à la tête de l'Europe des forces qui nous sont hostiles, dont on doit se débarrasser pour avoir une Europe alignée sur l'administration Trump. Là, du point de vue européen, c'est un problème, parce que le but, c'est pas de se débarrasser d'une occupation américaine pour se retrouver avec une autre occupation américaine. Mais en tout cas, s'il y a des forces politiques intelligentes en France et en Europe, elles peuvent tirer leur épingle du jeu de cette configuration qui est quand même une opportunité historique inespérée. Ce que fait déjà, par exemple, Meloni en Italie. C'est-à-dire, d'un côté, elle suit l'agenda américain, mais de l'autre, ça lui permet de pouvoir essayer d'avoir des marges plus souverainistes, de faire monter déjà l'Italie au sein de cette reconfiguration, monter à mesure que la France descend d'ailleurs. Mais donc alors, en plus, c'est quand même tout ça, c'est des tendances qu'on a quand même analysées et prévues, même dans Strategica, depuis longtemps, sur cette idée qu'à un moment donné, il y aurait la courbe du populisme interne au système occidental et la courbe des régimes illibéraux extérieurs qu'affronte l'Occident politique allait se rejoindre et que ça allait créer des perturbations systémiques. Voilà, c'est maintenant, c'est en train d'arriver. Et effectivement, l'attitude qu'on doit avoir face à ça, en tant que souverainiste européen, français, c'est une attitude gaulienne. C'est ce que faisait De Gaulle, ça appuyait sur les anglo-américains, mais toujours en gardant en tête l'horizon du moment et de la possibilité où on pourra creuser son autonomie stratégique, ne jamais être soumis. La différence entre, pour dire, la collaboration et la résistance. Voilà, c'est que si on garde un horizon, sinon, parce que là on va assister à ça aussi. Je pense qu'on va assister à la guerre des collaborateurs conservateurs des Américains qui vont essayer de dire c'est moi le meilleur, c'est moi, pour essayer d'être à la place mais justement mais là donc il s'agira d'avoir encore une fois un temps d'avance et de prévoir la suite. Après il y a aussi un autre aspect qu'on n'a pas abordé, c'est que la France est un pays profondément laïque et cette laïcité quelque part est le fléau à toute spiritualité. C'est peut-être ça aussi le cœur du problème, en tout cas en France. Alors, ce qui est sûr, c'est que quand on voit, par exemple, les hommes, on voit Robert Kennedy, on voit des gens comme ça. Après, c'est l'histoire américaine, mais quand même, en fait, il y a un problème en France avec le christianisme politique. Youssef l'a bien parlé, de la manif pour tous, etc. On a l'impression que ce sont des mondes séparés de la société française. Et il y a une nécessité, je dirais, de revitaliser le corps social français, ou bien de relier ces parties encore vivantes de la société avec peut-être des formes de christianisme politique qui sont à l'étranger, dans l'attente de pouvoir restaurer quelque chose. Mais en fait, c'est toujours faisable. Surtout si on articule quelque chose qui peut réunir tout le monde, c'est l'idée de droit naturel. Donc, c'est-à-dire que si les chrétiens politiques peuvent être au centre d'un système qui rétablit le droit naturel et qui n'est pas forcément l'installation d'une théocratie ou d'un seul coup, on passerait à un régime qui serait, de toute façon, qui serait rejeté comme une greffe qui ne prendrait pas. Donc, il faut y aller. Et il faut observer ce qui se fait ailleurs, notamment en Russie, c'est ce qui a été fait. L'État reste... C'est ça le césarisme. On revient à l'ère des césarismes. Il y a exactement un siècle, Oswald Spengler, après la défaite de l'Allemagne, avait écrit le déclin de l'Occident. Et dans le déclin de l'Occident, il expliquait que la fin, finalement, la décomposition des sociétés démocratiques libérales finit par accoucher d'un césarisme qui essaye de restaurer quelque chose, ou en tout cas de sauver les meubles. Maintenant, on a eu
face à la pression de l'illibéralisme eurasiatique, eh bien, en Occident, ça y est, le césarisme avec Trump revient. Donc le césarisme en Europe va revenir aussi. Donc à l'inverse justement des prédictions de rabbins exégètes qui nous parlaient d'ouvrir la France par la césarienne, c'est au contraire le césarisme revient. Donc comment est-ce que ça va s'articuler chez nous? Est-ce qu'on va justement devenir la forteresse de l'anti-césarisme à l'échelle mondiale? Bon, si on fait ça, on sera écrabouillé, hein. Ça c'est clair. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le césarisme est déjà revenu en France. Simplement, c'est un césarisme LGBT. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Macron Jupiter. Donc en fait, oui, mais c'est un césarisme inversé. Vous voyez, donc en fait, on l'a vu, et c'est un césarisme inversé. D'autant plus que depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, même avant Emmanuel Macron, on vit dans un état d'exception permanent. Alors que dans la tradition romaine, l'état d'exception, c'est quelque chose qui doit durer. Enfin, c'est le tumultus, donc c'est très réduit dans le temps. Et en réalité, en cas de déstabilisation de la société, etc., c'est la dictature qui est mise en place. Et d'une certaine façon, pour rentrer dans des aspects techniques mais importants, la dictature est, au sens romain, est l'antidote à la tyrannie. Et en fait, on est dans une forme de césarisme mais tyrannique et LGBTiste qui aggrave le chaos. Et dans la tradition romaine, même dans la tradition européenne, quand vous avez une phase de chaos comme ça, et de tyrannie, vous avez un besoin de césarisme ou de dictature. C'est Napoléon qui vient après la Révolution française. C'est le Second Empire qui vient après la Révolution. C'est le maréchal Pétain après la débâcle. C'est le général de Gaulle à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, vous avez comme ça une sorte de cycle. Et là, nous, on est dans une période de tyrannie, de chaos, d'état d'exception, qui va nécessairement mener à une période de volonté de dictature dans le sens de restauration de l'ordre. Je sais pas ce que t'en penses. Et moi, j'aimerais terminer cet entretien avec l'idée d'union, cette union qui est d'ailleurs évoquée par Édouard Husson dans sa préface, une très belle préface parce que c'est un condensé de votre ouvrage, et il rappelle que finalement la clé peut-être réside en fait dans cette union. Il rappelle aussi vos différences religieuses. Et j'ai trouvé que c'était avec lui aussi d'ailleurs, puisqu'on a un catholique, un orthodoxe et un musulman, c'est ça. Donc peut-être qu'on peut terminer sur ce mot-là, l'union, peut-être. C'est. Oui, mais oui, tout à fait. De toute façon, comme disait Julien Freund, c'est l'ennemi qui vous désigne. Donc en fait, si l'ennemi, en attaquant tout le monde de front, peut créer une union contre lui, mais en fait, c'est deux choses tout de même, spiritualité et politique. Mais la clé pour moi, ce sont des hommes politiques animés d'une forte spiritualité. C'est pas forcément des gens. Souvent, on voit la chose inverse. Des gens, ça c'est ça je dirais la bigoterie ou le mauvais fanatisme, c'est des gens qui en fait ont peu d'assises intérieures, mais qui justement essayent d'asseoir un dogme vers l'extérieur. Donc ce qu'il faut, c'est d'abord soi-même travailler sur soi, et là, naturellement, par ses actions, avoir des actions politiques positives sur la cité, en ayant soi-même un centre de gravité spirituel. Mais il faut pas inverser les choses. L'esprit, le cœur et le corps. Youssef, un dernier mot. Pour terminer, je dirais que contrairement à ce qui a été inculqué, surtout en France, dans la haine du catholicisme, en particulier dans la haine de la religion en général, c'est que dans la séquence historique où nous sommes, après l'expérience, et quand on regarde, ce qu'on voit, c'est que c'est l'absence de religion, l'effondrement religieux qui amène le chaos, qui amène l'anomie en fait. L'anomie et le nihilisme, et en fait le LGBTisme est une forme de nihilisme, d'où l'importance de réinjecter, surtout en France, de la théologie politique. Pas, comme l'a dit Pierre-Antoine tout à l'heure, pas simplement faire la promotion d'un pouvoir de droit divin, mais comprendre qu'en fait, depuis la Révolution française, il y a une théologie politique anti-catholique, anti-religieuse, donc une théologie politique
qui s'appuie sur une religion qui ne dit pas son nom, et tant qu'on refusera, comme l'explique d'ailleurs Giorgio Agamben, on devrait, je veux dire, c'est un auteur qu'on devrait lire plus en France, qui est italien, tant qu'on ne retourne pas au fondement même de la philosophie politique, qui est en fait théologico-politique, on ne pourra pas répondre aux défis de cette époque, au-delà des questions politiques, géopolitiques, économiques, etc. Il faut comprendre que l'essence est religieux et la réponse, elle est dans l'articulation des deux, du théologique et du politique. La théologie politique, c'est pas de la bigoterie, ce n'est pas non plus de la pure théologie ou de la spéculation. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. À vous. Je vais vous inviter à signer notre livre d'or. Avec plaisir. Merci beaucoup.